Si je vous parle de jeu de boules, à quoi pensez-vous? Si maintenant j'évoque la force du cheval et un maillet en canne de jonc, à quoi pensez-vous? Au polo, sans aucun doute. Comme vous avez pu aisément le deviner par cette introduction, nous allons parler aujourd'hui du polo et plus particulièrement du polo en horlogerie et donc de la Jaeger-LeCoultre Reverso. Replaçons-nous d'abord dans le contexte. Nous sommes en Inde coloniale au début des années 30 et les officiers de l'armée britannique s'amusent beaucoup en jouant au polo. C'est ainsi que César de Trait, qui travaillait quelques années avant dans le milieu de la prothèse dentaire et maintenant dans la distribution de montres de luxe, arrive en Inde et il est alors interpellé par un de ses joueurs de polo, un de ses officiers de l'armée britannique à cheval. Cet officier lui fait part d'une remarque du jeu. Il dit que souvent, les montres qu'ils utilisent se brisent, les verres se brisent, puisque la balle en bois vient les frapper à toute vitesse et cet officier en est complètement désespéré. Donc il regarde César comme ça et lui dit « Mon pote, toi tu t'y connais en les montres, donc tu vas nous faire une montre capable de résister à une balle en bois envoyée à pleine vitesse, donc rentre en Suisse et fais ton taf correctement. » Donc César, ce brave César, il rentre en Suisse, il va commencer à réfléchir à la manière dont il peut créer une montre qui puisse résister au choc, et en particulier voilà, au choc de cette balle en bois de polo, et il trouve rapidement la solution. Mais pour trouver la solution, il s'entoure de plusieurs personnages très importants. Tout d'abord, l'ingénieur René Alfred Chauveau, à qui il va donc demander de créer un boîtier spécifique de montre qui puisse présenter une innovation pour résister à ces chocs-là. Et ensuite, Jacques-David Lecoultre, qui est un de ses amis proches, pour la conception du mouvement qui ira exactement dans ce boîtier. Le très bon René Alfred ne perd pas son temps et le 4 mars 1931, il dépose le premier brevet qui donnera un peu naissance en fait à la Reverso que l'on connaît aujourd'hui. Plus exactement, un brevet pour une montre qui coulisse dans son support et puisse se retourner sur elle-même. Grâce à ce mécanisme plutôt simple, un porteur peut en effet retourner la montre de 180 degrés et ainsi basculer du cadran vers le dos du boîtier en acier, en l'occurrence, et permettre ainsi de résister aux petites balles en bois qui viendraient se poser dessus. Cette invention révolutionnaire en horlogerie est baptisée Reverso pour littéralement « je me retourne » en latin. Donc voilà, je me retourne. Merde, bon, je me retourne, c'est pas pour aujourd'hui. Rapidement, les premiers modèles sont expédiés en Inde vers ces officiers britanniques qui n'arrêtaient pas de pleurer parce que le verre de leur montre se brisait, tout simplement pour être testé dans des conditions réelles et la montre est rapidement validée, adoptée par ces joueurs de polo. Donc alors, on est au début des années 30, on a encore un peu cette mouvance art déco et d'entrée de jeu, les Reverso qui vont sortir de production dans les premières vont recevoir des cadrans très colorés. Alors, en fait, il s'agit de cadrans fabriqués par le célèbre fabricant Stern, en fait où une plaque d'argent est recouverte d'une peinture émaillée, ce qui donnera naissance à des modèles qui sont aujourd'hui très rares, avec des très beaux cadrans rouges, des cadrans bleus et même des cadrans noirs. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'au début des années 30, quand le brevet est déposé pour la Reverso, ce type de mécanisme est complètement plébiscité par d'autres marques de montres. On pense à Fabre-Lebas, Hamilton, Patek Philippe. D'ailleurs, pour ne citer que Patek Philippe, on voit justement au début des années 30 la naissance d'un modèle très rare, puisqu'a priori il n'y aurait que 8 montres qui auraient été produites, la référence 106, qui en fait ressemble exactement à une Reverso puisqu'il ne s'agit pas d'autre chose qu'une Reverso, avec évidemment un cadran très Patek Philippe et la mention Patek Philippe sur le cadran. Mais voilà, ça ressemble à une Reverso, juste le nom Patek apparaît sur le cadran. Voilà, il faut savoir qu'on peut voir ça au début des années 30 chez quelques marques qui ont adopté ce mécanisme parce qu'ils trouvaient ça tout simplement génial. Donc voilà, les années passent, la Reverso évolue très légèrement, mais rapidement la Seconde Guerre mondiale apparaît. La montre n'étant pas très étanche, ne servira pas beaucoup lors de cet épisode catastrophique du XXe siècle. Donc voilà, la Reverso tombe petit à petit en désuétude, on n'y pense plus vraiment, et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle est carrément oubliée. Voilà, il ne faut pas oublier non plus que la Reverso de Jaeger-LeCoultre est née dans les années 30, elle était empreinte d'une mouvance complètement art déco, il y avait des couleurs folles sur les cadrans, parfois des gravures aussi très géométriques au dos des montres. Donc voilà, Seconde Guerre mondiale, plus le fait évidemment que la mode change, qu'on ait envie de porter davantage de montres rondes que de montres de forme, et qu'évidemment ces formes d'aiguilles, ces formes d'index, ces couleurs de cadran sont plus vraiment à la mode, fait que voilà, la Reverso, bye bye, on s'en fout complètement, elle n'est plus du tout à la mode et elle tombe complètement en désaffection. C'est triste pour la Reverso.
j'ai pleuré 2 fois. Si bien que le fabricant genevois Wenger, qui en fait produisait les boîtiers pour la Reverso à ce moment-là, décide de complètement, ou au moins partiellement, détruire un outillage qui lui prend de la place et qui ne sert plus à rien. Donc voilà, le petit fabricant, il est un peu énervé, donc ça ne sert plus à rien, donc il va casser ces petites machines. Bravo, Wenger. Mais après une période de folie pour la Reverso des années 30 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puis une perte d'intérêt complète après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à la renaissance de la Reverso dans une période qui pourtant n'aurait pas prêté un très très bon augure à la montre. On est au début des années 70, Gégère présente sa Master Quartz, donc comme son nom l'indique, sans avoir eu son bac forcément une montre à quartz. On est dans une période où évidemment l'horlogerie suisse traditionnelle va complètement se métamorphoser parce que la crise du quartz apparaît, c'est-à-dire que voilà, en Asie on fait des montres qui sont beaucoup plus précises, fines, au départ un peu chères bien sûr, mais qui vont complètement renverser technologiquement en fait toute l'idée de la précision suisse qu'on avait depuis des générations et des générations d'horlogerie. Mais, et c'est très très rare, pour une fois, l'Italie va nous sauver cette petite Reverso au début des années 70. Une personnalité italienne du nom de Giorgio Corvo, qui à l'époque en fait distribue de l'horlogerie en Italie, va commander, comme ça il va se réveiller un matin, il va prendre son petit thé et il va se dire tiens, si je commandais 200 boîtiers de Reverso. Alors évidemment, il appelle la manufacture, les mecs se disent mais quel est le nom de ton dealer? Parce que pour vouloir des boîtiers de Reverso aujourd'hui, il faut être complètement jeté, c'est-à-dire qu'on n'en produit plus, il reste 200 boîtiers comme ça qui traînent dans un côté de la manufacture mais qui sont des boîtiers en fait anciens entre guillemets. Mais donc voilà, à cause des outillages détruits de Wenger, on n'en a plus produit depuis un moment, mais le mec, il veut en commander 200. Donc, la manufacture, pour la petite histoire, le rappelle a priori plusieurs fois pour lui dire « Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr ?» Et « Mais je suis très sûr que c'est important les boîtiers de Reverso pour l'Italie. » Alors du coup, il commande ces 200 boîtiers. Mais la question importante, c'est qu'est-ce qu'on met comme mouvement dans ces 200 boîtiers. Donc, il a quelques échanges, il va en Suisse, il demande à la manufacture du sentier qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on peut adapter un mouvement pour le mettre dans ce boîtier. Et là, ils lui disent mais tu es encore plus fou que ce qu'on pensait, on ne peut pas, il n'y a plus ces mouvements-là, ces mouvements ils ont été aussi un peu oubliés. Mais en revanche, on peut mettre un tout petit mouvement rond, l'adapter dans ce boîtier de Reverso et tu pourras vendre tes montres par la suite. Donc le mec en plus il se dit il est complètement jeté, il ne vendra jamais ses montres. Fatale erreur. Puisque du coup, ces 200 boîtiers équipés de ces mouvements ronds vont être vendus en un mois en Italie, parce que voilà, l'Italie à ce moment-là définit un peu l'influence des tendances en horlogerie. On l'a vu aussi avec la Royal Oak, mais ça c'est une autre histoire. Donc il revient en Suisse, et là les gars de la manufacture se disent ok, Giorgio, on t'a jugé peut-être un peu vite, donc on va commencer à se réintéresser à la Reverso. Et c'est là que tout renaît, si je puis dire. Donc le mouvement dont je vous ai parlé, en fait, rond, sera adapté en mouvement ovale, le mouvement 846 en 1975, lors de la renaissance de la Reverso. Alors, cette renaissance, elle n'a pas été si simple parce qu'en fait, il a fallu reprendre les premiers plans, mais en même temps se dire que oui, la Reverso n'était pas, enfin, le boîtier de la Reverso n'était pas super étanche contre la poussière et contre l'eau. Donc, il a fallu complètement réimaginer ce qu'avait dessiné l'ingénieur René Alfred Chauveau. Alors évidemment, la base est la même, mais alors que René Alfred Chauveau mettait 23 pièces pour construire son boîtier, les nouveaux ingénieurs mettent 55 pièces pour ce même boîtier. Et ça, on le doit à un certain Daniel Wild. Donc voilà, la Reverso renaît petit à petit. On reste sur des modèles classiques tout d'abord. Mais il faut retenir que vraiment, les années 90 vont être cruciales pour l'avancée de la Reverso telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aussi, et ça c'est quelque chose de tout à fait normal, après tout ce bouleversement de la crise du quartz qui a aussi fait disparaître un peu les métiers des horlogers qui fabriquaient des grandes complications, c'est un défi totalement important de se dire en 1990, mais comment on peut faire pour adapter des grandes complications dans des boîtiers de Reverso. Donc il faut complètement réimaginer des mouvements, donc il faut travailler avec des ingénieurs et repenser ces savoir-faire qui ont été malheureusement un peu élimés au fil du temps. On pense notamment en 1991 au 60e anniversaire de la Reverso avec la présentation de la 60e, où en fait pour la première fois on peut observer le mouvement d'une Reverso à travers un fond saphir, d'ailleurs un mouvement qui est réalisé en partie en or jaune. En 92, on voit l'apparition de la Reverso grande taille. En 1993, la première Reverso avec un tourbillon. En 1994, la première Reverso avec sa répétition minute. Donc voilà, on baigne dans la complication adaptée à la Reverso. 1994 est aussi une belle année puisque c'est l'apparition d'une Reverso qu'on voit beaucoup aujourd'hui qui est la Reverso Duoface.
Donc en fait, la reverso duo-face, c'est un peu la reverso contemporaine parce qu'on oublie totalement le fait que c'est une montre de sport qui sert à se protéger des coups. Donc en fait, à la base, on avait mis donc un cadran d'un côté avec une glace saphir et des informations de l'heure, et de l'autre côté, rien du tout, ce qui permettait qu'en fait, rien ne soit abîmé si une balle en bois arrivait à très haute vitesse dessus. Mais là, aujourd'hui, on se dit, bon, on joue plus beaucoup au polo avec, ça ne sert plus à grand chose, donc on va essayer d'adapter une complication qui serve davantage. Donc, on y met un second fuseau horaire avec une indication jour-nuit et une indication aussi de 24 heures pour savoir justement distinguer le jour de la nuit. D'ailleurs, les montres que vous pouvez voir en grande partie dans cette vidéo sont des montres duo-face. La première, une Reverso classique duo-face Small Seconds, et l'autre, une Reverso Tribute duo-face Small Seconds aussi également, dans une version qu'on a découverte en 2019 avec un superbe cadran bleu soleillé et qui reprend voilà, ce design typique des années 30 avec la forme des index, les aiguilles glaive, et j'en passe. Mais voilà, en fait, la Reverso, finalement, a connu de nombreuses évolutions, mais pas de révolution. Voilà. Donc, on retrouve le visage de la Reverso qui nous a toujours plu et qui était tombée complètement en oubli après la Seconde Guerre mondiale. Aussi, il ne faut pas l'oublier, la Reverso, c'est un support, comme l'ont été de nombreuses montres, mais davantage sur cette montre, un support de l'expression d'un symbole, d'une gravure personnelle. Donc on voit dans les années 30 voilà, des lettres qui sont peintes ou gravées derrière ces montres, souvent pour des cadeaux, pour se rappeler d'événements importants de la vie. Mais ce n'est qu'en fait qu'en 1996, qu'un atelier d'émaillage est directement implanté dans la manufacture du Sentier, la manufacture Jaeger-LeCoultre, pour ramener en fait, ces métiers d'art au cœur du projet Jaeger-LeCoultre et en particulier au cœur du projet Reverso. Alors, la personne qui a un peu aidé pour ça s'appelle Miklos Merzel et voilà, au milieu des années 90, arrive chez Jaeger-LeCoultre. En même temps, le Miklos, il est amoureux de peinture, il est amoureux de Renoir et il se dit, voilà, si on commençait à peindre par une technique en fait, de peinture sur émail au dos des montres, des petits portraits, des peintures qui sont très connues. Et en fait, ça va prendre un essor complètement fou et il va y avoir beaucoup de commandes dans ce sens, de personnes qui veulent un truc particulier derrière, une œuvre qui leur parle, etc. J'en passe. Mais voilà, disons que dans les années 90, on a les complications plus les métiers d'art qui reviennent en force sur la Reverso. Donc voilà, on a un peu fait le tour de cette icône de l'histoire horlogère du XXe siècle, qui est la Reverso. Une naissance dans les années 30 complètement imprégnée d'une mouvance art déco, beaucoup de couleurs sur les cadrans, mais déjà un style complètement identitaire à la montre qu'on connaît aujourd'hui chez Jaeger-LeCoultre. Une montre qui va un peu tomber, malheureusement, à cause de l'histoire de l'horlogerie, en désuétude, en désaffection après la Seconde Guerre mondiale. Puis les années 70 voient son retour, les années 90 son explosion, et aujourd'hui elle est complètement de retour dans les collections. C'est l'empreinte de Jaeger qui ne s'en cache pas d'ailleurs et qui la met tout le temps en avant. Donc voilà, on ne peut pas dire grand chose à la Reverso aujourd'hui. Elle est le support de beaucoup de complications, de beaucoup de très jolis métiers d'art et on l'aimera toujours pour ça. Merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo striptease par les rabilleurs sur la Reverso. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif. Si elle ne vous a pas plu, évidemment, je vais prendre mon gros maillet en canne de jonc et vous frapper la tronche, pour ne pas dire la gueule. Et voilà, j'espère que très prochainement, on pourra faire un petit jeu de boules ensemble et prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Très bonne journée.